Bonjour et bienvenue dans le programme des podcasts de l'Icolidago. L'Icolidago, mais qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'école du village, du quartier et de la maison en Chimaoré. L'Icolidago est une association implantée sur le territoire mahorais qui cherche à accompagner la construction et la reconstruction à Mayotte par le biais d'actions de sensibilisation, de formation et d'échange de savoir. Ce programme nous permet de vous partager l'ouvrage Regards croisés. Cet ouvrage vient suite au cyclone Chido qui a frappé l'île le 14 décembre 2024. Cyclone avec des vents extrêmement violents. Suite à cela, de nombreux acteurs se sont mobilisés afin d'établir un premier diagnostic des dommages, mais aussi des besoins. L'Icolidago a accompagné cette mobilisation sous la forme d'un diagnostic nommé Regards croisés sur les impacts du cyclone à Mayotte. Nous tenons aujourd'hui, avec ce podcast, à revenir sur les besoins post-cyclone, mais aussi à mettre en avant les actions qui accompagnent concrètement la reconstruction aujourd'hui. Cet épisode est produit par l'Icolidago avec le soutien de la Fondation de France. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode. L'épisode pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui porte sur le thème de la forêt et de l'agroforesterie. Nous sommes accompagnés par Emmanuel Desdois, ingénieur agronome, co-gérant de l'association L'Île au Bambou et contributeur du diagnostic Regards croisés, d'Hugo Dardenne, architecte charpentier en charge du projet Cimaoré, qui sera présenté lors de cet épisode, et de Djamala Sindou, directeur de la réserve naturelle nationale au sein de la branche Mayotte. Pour débuter, nous aimerions revenir sur les constats établis lors du diagnostic piloté par l'Icolidago, mais également sur les constats relevés par les différents organismes de conservation présents sur l'île, dont la réserve naturelle nationale sera la porte-parole aujourd'hui. Pourriez-vous nous faire un rapide rappel des enjeux en termes de préservation et d'entretien des forêts mahoraises, mais aussi de l'agroforesterie à Mayotte, et surtout quels étaient les constats au lendemain de la catastrophe en termes d'impact et de dommages? Bonjour, je vais commencer. Donc, Emmanuel Desdois. Effectivement, si tout le monde s'en souvient, après le cyclone, on avait vraiment l'impression qu'un incendie avait ravagé les 3/4 de l'île. Et le dernier quart, c'était pas beaucoup mieux. Les dégâts sur toutes les zones agricoles, agroforestières et forestières sont incalculables. Il y avait énormément d'arbres tombés, encore plus de cassés, plus une seule feuille sur aucune plante. Et le chiffrage, en réalité, est impossible parce que précédemment à Chido, à Mayotte en tout cas, il n'y a pas d'enregistrement des valeurs sur pied, que ce soit les cultures ou les arbres, et très peu de personnes sont assurées. Donc en fait, contrairement à d'autres territoires, c'est impossible à évaluer, mais pour ainsi dire, on pourrait parler de 100% de destruction dans beaucoup d'endroits. Sur les zones cultivées, il faut savoir qu'à Mayotte, les champs, ce sont souvent des agroforêts. Donc des zones étagées avec des arbres forestiers et des arbres fruitiers qui côtoient des cultures annuelles ou pluriannuelles. Les parcelles étaient devenues incultivables parce qu'elles étaient totalement encombrées de branches. Elles étaient aussi tout simplement inaccessibles. À vrai dire, certaines d'entre elles le sont encore aujourd'hui, 6 mois après. Ce qui a provoqué immédiatement des craintes autour des pénuries alimentaires, parce que les cultures avaient été lancées juste au début de la saison des pluies, les plantations de manioc, de bananes et d'autres cultures encore. Et cette accumulation de branches en fait et de bois et de matière au sol faisait craindre également pour le feu. Et d'ailleurs, ça s'est produit quelques semaines après, au mois de janvier, où il y a plusieurs dizaines d'hectares, je crois jusqu'à 120 hectares qui sont partis en fumée. Donc à cette époque-là, on n'en menait vraiment pas large, et les premières réunions qui ont eu lieu, un des enjeux, c'était comment pouvoir tout simplement accéder à ces espaces pour pouvoir déjà constater les dégâts, les déblayer et pouvoir se les réapproprier pour les remettre en culture, en tout cas pour la partie agricole. Et je pense que sur la partie forêt protégée, c'est à peu près la même chose. La même chose, oui. Ouais. Donc, par rapport à nous, la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte, donc le constat a été le même. C'est vraiment une destruction quasi totale en fait de nos forêts, notamment d'abord des feuilles,
des branches brisées. Carrément, pour nous, on disait que ça a été coupé par des machines, tellement la violence en fait des vents était assez remarquable. Donc, dès le 3e jour, on a pu gagner notamment nos locaux pour pouvoir après prendre notre matériel et aller constater en fait les premiers dégâts dans les forêts, notamment à Majimbini, où il n'y avait plus du tout de verre. Donc, c'était assez gris, assez apocalyptique. Hein. Je me souviens, un de mes collègues qui me disait c'est pas possible, on est dans un cauchemar tellement on n'a jamais vécu ça. Donc quand on parle des forêts, on parle aussi de cet écosystème forestier qui est aussi composé d'animaux. Donc première chose aussi quand on est arrivé, c'était de constater les dégâts forestiers par rapport aux arbres, par rapport aux plantes, arbustes, mais aussi par rapport aux animaux. Et malheureusement, on n'en voyait pas beaucoup. C'était vraiment très très rare d'observer un oiseau, d'observer un insecte qui passe à côté, mais c'était très rare. Et en fait, avec ça, on ne pouvait pas aller très très loin. Et on n'avait pas d'outils pour notamment voir plus loin, que ça soit des drones, que ça soit des jumelles. En fait, on était dépourvus de ces outils-là. Et donc, on ne pouvait pas faire un constat global. On a dû attendre quelques semaines plus tard pour déjà avoir les premiers moyens qui arrivaient avec des personnes qui nous proposaient des prestations pour qu'on puisse déjà avoir une première visibilité de nos forêts. Et en fait, nous, on a 6 massifs qui sont répartis sur tout Mayotte. On a du nord au sud. Donc, le nord a été le plus touché, malheureusement. Puis après, avec Dikeledi qui est arrivé en janvier, le sud aussi a été touché. Donc, en soi, c'est tout Mayotte qui a été touché. Et bon, le sud a été plus préservé en soi parce que c'est surtout les vents en fait qui ont provoqué des dégradations sur les forêts. Mais avec l'eau, c'est aussi les sentiers, les pistes en fait qui ont subi après des dégradations. Donc, en soi, la situation était assez difficile, assez compliquée, et il n'y avait pas les moyens pour lutter, ou plutôt pour prévenir ou encore se préparer à ce genre de situation. Oui, donc beaucoup de dégâts et aussi surtout des grandes difficultés à mobiliser des moyens au lendemain de la catastrophe. Oui, alors effectivement, il y a eu un élan de solidarité qu'on a tous connu à Mayotte. En particulier, il y avait eu un don au tout début d'une centaine de tronçonneuses de la part du syndicat des jeunes agriculteurs qui avait été distribué aux organisations professionnelles agricoles à Mayotte pour aider au déblaiement et des parcelles et à l'accessibilité. C'est vrai que dans les premiers jours et les premières semaines, l'enjeu déjà c'était de dégager sa maison, son logement, et ensuite de retourner le plus vite possible au champ. Assez rapidement, les principales pistes carrossables, celles pour les véhicules motorisés, ont été dégagées. Mais ça a été beaucoup plus long pour les sentiers. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sentiers qui n'ont pas été dégagés parce que plus on s'avance loin dans la campagne, moins il y a de passages et forcément moins il y a de monde pour dégager ces sentiers-là. Donc d'autres se sont créés, ce qui peut poser des problèmes aussi de droit de passage. Ça redéfinit un peu la carte des campagnes mahoraises en réalité. Et voilà, donc c'est vrai que c'est complexe. Les moyens techniques, en fait, c'est une chose, mais derrière, il faut pouvoir s'organiser collectivement pour faire ces chantiers-là. Et c'est des machines dont il faut avoir l'habitude, et ça reste un travail phénoménal qui est encore à l'œuvre aujourd'hui et qui s'est un petit peu compliqué du fait de la repousse de la végétation. Parce que ce qu'on a tous observé dans les semaines et les mois qui ont suivi le cyclone, c'est la recrudescence de la végétation, les feuilles qui sont réapparues aux arbres, et tant mieux, mais aussi le développement d'herbes et de lianes et de plantes envahissantes qui ont profité de l'afflux de lumière
qu'il n'y avait pas avant du fait du couvert forestier et qui domine aujourd'hui le paysage de Mayotte et qui donne une impression de verdure de loin, mais quand on s'approche notamment de n'importe quelle parcelle et qu'on veut la débroussailler, on va buter tous les quelques mètres sur un arbre, mais qu'on ne voit plus parce qu'il est recouvert par cette végétation et ça complique d'autant plus le déblaiement. Il y a, je pense, aussi une forme de découragement d'une partie de la population qui est dépassée en fait par cette masse de travail à accomplir pour pouvoir retrouver une parcelle cultivable. Et à l'autre extrémité, il y a les parcelles qui étaient déjà très déblayées, très dépourvues en arbres, qui, elles, de fait, ont moins souffert des conséquences du cyclone, tout simplement parce qu'il y avait moins d'arbres dessus. Mais penser que ce sont les arbres le problème, c'est vraiment un mauvais message à faire passer. Et nous, quand on travaille avec les agriculteurs, le message qu'on fait plutôt passer, c'est que Chido a commencé le travail, c'est-à-dire certes, il a cassé les arbres, maintenant, on se rend compte de la hauteur qu'il devrait avoir en zone agroforestière et qu'il faut réinvestir dans la taille des arbres, dans l'entretien plus soutenu des parcelles, mais tout ça, ça demande du travail et il y a énormément d'actions à entreprendre désormais pour se réapproprier ce foncier-là et ces terres-là et sans qu'elles se dégradent encore davantage. Vous parliez tout à l'heure des actions qui ont commencé à être menées, où on en est aujourd'hui, ces difficultés. Et donc, concrètement, là, sur ces 6 derniers mois, vu que au moment où nous enregistrons, nous sommes à 6 mois post-Chido. À un niveau individuel, il y a des aides de l'État et des aides de l'Union européenne qui ont eu lieu ou qui sont en cours, mais qui s'adressent surtout aux agriculteurs qu'on appelle professionnels. C'est en clair qui sont enregistrés auprès des services de l'État, qui ont un numéro de SIRET avec des personnes qui sont affiliées à la mutualité sociale agricole. Donc, en fait, ça concerne du monde. Faut pas se le cacher. Et ce sont des aides intéressantes et nécessaires, mais ça reste une minorité de personnes par rapport à la quantité de monde qui cultive la terre à Mayotte. Mais pas de façon professionnelle, mais en tout cas de façon régulière. Les personnes plus réactives ou qui ont un travail salarié par ailleurs ou qui n'ont que leur parcelle pour vivre, parce que ça concerne aussi beaucoup de monde, celles-ci sont exclues de ces dispositifs et du coup, on a du mal à les atteindre. Après, il y a des opérations d'aménagement qui existent sur certaines parcelles, notamment sur du foncier appartenant à l'État, pour justement sécuriser la maîtrise foncière des occupants, traditionnellement qui étaient occupés depuis des fois des dizaines d'années, mais qui appartiennent soit au département, soit à l'État, avec des formes de régularisation, mais c'est un travail de longue haleine qui avait débuté bien avant Chido et qui se poursuit aujourd'hui et qui prend tout son intérêt parce que à travers cette forme de sécurisation, on peut atteindre ces personnes et travailler avec elles sur de la montée en compétences, des possibilités d'investissement matériel, etc., etc. Mais ça, je dirais que Chido n'a fait que révéler l'importance de ce travail, qui est un travail de fourmi en réalité, parce que ça concerne des milliers et des milliers de personnes à Mayotte. Donc le travail, j'ai envie de dire, se poursuit comme il existait avant avec l'Office foncier, l'EPFAM, avec le lycée agricole de Coconi, avec la Chambre d'agriculture, avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine agricole à Mayotte. Et côté forêt, donc au niveau des actions qui ont été réalisées, merci beaucoup pour ce développement côté agroforesterie, très complet. Et donc, quels ont été les acteurs qui se sont mobilisés justement lors de ces 6 derniers mois et quelles difficultés ont-ils pu rencontrer justement pour tout ce qui va être déblaiement, accessibilité D'accord. Donc, par rapport aux forêts, déjà, il faut savoir que de notre côté, on a été grandement aidé par le conseil départemental de Mayotte et l'ONF qui, eux, dès les premières semaines, je me souviens qu'au début du mois de janvier, on a eu l'ONF qui a sollicité des prestations pour faire le déblaiement de plusieurs pistes, notamment des pistes qui rentrent dans Combani, des pistes qui rentrent sur les crêtes du Nord. Donc ça a été une vraie aide pour déjà faire une première rentrée.
Puis par la suite, on a eu 3 équipes du conseil départemental de Mayotte qui sont relayées entre le nord, le centre et le sud de Mayotte pour pouvoir déblayer aussi des pistes. Donc ça a été donc ici une première action que nous on a rejoint par la suite pour pouvoir aider par rapport à nos matériels qu'on avait de disponibles, que ce soit des véhicules, que ce soit du côté de matériel de protection, parce que on essaie vraiment de pouvoir s'entraider par rapport à ça. Par la suite, on a eu, après ce déblayement-là, en fait, un diagnostic à faire, à 3. C'est un diagnostic qui est assez important parce que avec l'ADL Mayotte, on a vu que avec ce cyclone Chido, on repartait à 0 par rapport à la RNN, la réserve nationale des forêts de Mayotte, puisque c'est une réserve qui a officiellement été créée en 2021 et en 2023 gérée par un GIP. Donc nous, ça a été une occasion de pouvoir faire un point zéro avec un diagnostic via une orthophotographie, c'est-à-dire que on va avoir un drone qui va aller faire tout le tour de toutes les forêts départementales et domaniales. Puis par la suite, on allait avoir une analyse qui serait faite par l'ONFI international. Donc cette analyse a été faite aujourd'hui. Donc on l'a récupérée que le mois dernier et qui fait un état. Hein, c'est un état assez alarmant. Mais même dans cet état alarmant, on ne peut pas agir d'une manière assez hâtive. C'est déconseillé. Donc, de notre côté, on a eu deuxièmement cette action-là de diagnostic. Puis par la suite, il y a une action aussi de surveillance, puisque nous avons des actions de surveillance avec et le conseil départemental, et l'ONF, et la DAF, et la gendarmerie, et la police nationale, et municipaux, intercommunales. Donc, ces actions de surveillance commune se font durant toute l'année. Et là, on a remarqué que malheureusement, avec le cyclone Chido qui nous a barré plusieurs sentiers, plusieurs pistes, il y a eu quand même des personnes qui n'ont pas le droit de rentrer dans les forêts, qui sont partis pour aller faire des cultures illégales, pardon. Donc ces cultures illégales, aujourd'hui, sont considérablement pas élevées, mais beaucoup plus importantes dans nos forêts, puisque on n'arrive pas à aller surveiller ces forêts-là, on n'arrive pas à savoir ce qui s'y passe. Et en fait, il y a des personnes qui, malgré le danger des arbres tombés, couchés au sol, et qui pourraient se blesser, y vont. Parce que il faut pas oublier non plus qu'avec ce cyclone Chido, il y avait moins à manger, moins de choses à manger, moins de fruits, moins de bananes, de manioc, de songes. Et en fait, ces personnes-là sont arrivées beaucoup plus rapidement que nous et ont eu le temps de déjà planter. Puis là, aujourd'hui, là actuellement, ils sont en train de récolter. Et généralement, ce que nous voyons sur la route, 90% de ces aliments peuvent provenir de nos forêts, notamment Majimbini. Et Majimbini, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à y rentrer. C'est devenu tellement compliqué, comme tu l'as dit, quand on y va, on essaye de déblayer, mais on ne voit pas ce qu'il y a sur le sol, puisque il y a des lianes en fait qui se sont développées. Et malheureusement, il faut des débroussailleuses, il faut beaucoup plus de personnes, il faut des machettes, il faut des machines. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours très compliqué. On attend avec l'ADL, on a fait un dossier avec l'ADL, avec la DAF, qui nous ont beaucoup aidés pour pouvoir avoir les moyens supplémentaires pour y aller. Mais là, aujourd'hui, par exemple, Majimbini, où c'est entouré par la commune de Mamoudzou, la commune de Kungu et aussi de Kombani, là où il y a le plus de bidonvilles, en fait, c'est là où on retrouve le plus de personnes qui vont faire des cultures illégales. Et aujourd'hui, on ne connaît pas l'état. Donc, on a juste vu avec des images aériennes, mais il n'y a personne. Hein. Mais on ne connaît pas l'état, on ne sait pas ce qui s'y passe réellement. On essaye toujours d'y accéder et malheureusement, ça prend du temps. On espère que d'ici septembre, on aura fini le déblayement pour Majimbini.
Dernière action, c'est aussi de préparer le reboisement de nos forêts. Et pour préparer ce reboisement, il faut surtout pas se hâter. C'est-à-dire que aujourd'hui, on remarque que plusieurs personnes, plusieurs associations veulent absolument reboiser. En fait, on ne reboise pas juste comme ça, parce qu'on peut faire mal les choses, on peut ne pas avoir assez de recul. Donc nous, c'est vraiment, on préconise le fait d'attendre pour le moment et de commencer à reboiser d'ici octobre. Donc là, actuellement, avec le CBMN, donc le Conservatoire botanique des Mascarats, on essaye de mettre en place des banques de graines pour préparer le reboisement d'ici octobre. Donc, on attendra jusque-là pour notamment avoir plus d'éléments, avoir plus de données pour savoir qu'est-ce qu'on doit reboiser. Et surtout, utiliser les données qu'on avait avant Chido pour pouvoir comprendre un peu quelle espèce était dans quelle parcelle pour essayer de remettre les mêmes espèces dans les mêmes parcelles. Puisqu'à Mayotte, on sait que entre le nord et le sud, c'est pas le même climat, c'est pas le même type de sol. On va avoir un sol différent, un climat différent, des microclimats comme à La Réunion, et qui vont faire que certaines plantes ou certaines espèces ne vont pas très bien se développer au sud, alors qu'au nord, ils peuvent facilement se développer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dernière action qui est de préparer le reboisement pour pouvoir par la suite reboiser et suivre ce reboisement-là. Donc il faut quand même des ressources, notamment humaines, que nous n'avons pas. Oui, donc on peut dire que vous avez effectué à la fois un long travail de diagnostic et aussi d'action en parallèle. Je me permets de rebondir sur la problématique du déboisement, notamment parce que c'est quand même un sujet qui a été assez discuté sur l'île, un des sujets quand même les plus récurrents après le passage du cyclone, et donc notamment déboisement des lianes, mais aussi le sujet de tout ce qui est bois tombé. Donc c'est un sujet important sur l'île, notamment de son usage. En effet, donc il y a eu de nombreuses propositions de solutions qui ont vu le jour depuis, donc comme par exemple la valorisation de ces bois sous la forme de copeaux pour la reprise de l'agriculture, ou alors plutôt à l'inverse, la conservation des bois au sol afin d'accélérer la régénération naturelle des sols dans une volonté de préservation de la forêt, ou encore donc des projets de scieries mobiles qui accompagneraient les projets de construction et notamment de reconstruction. C'est pour ce dernier projet que nous vous avons convié, Hugo. En effet, vous êtes porteur du projet Simaoré, un projet qui relancerait la filière bois aujourd'hui inexistante à Mayotte, nécessaire notamment en cas de cyclone. Pouvez-vous nous présenter la genèse du projet, ses avancées et les objectifs de la mise en place d'une telle mobilisation ? Tout d'abord, je tiens à préciser que la filière bois existe déjà à Mayotte via la scierie fixe qui existe à Coconi, gérée par le conseil départemental, qui actuellement est hors d'usage, qu'il sera probablement sous peu. Et autre chose, les trois solutions de revalorisation que tu viens de citer du bois au sol, tout n'est pas catégorisable comme ça et indissociable. Nous, on pense que typiquement, quand on va scier du bois sur place, on va créer du déchet. Donc, ce déchet il va créer soit du humus au sol, soit on pourra le réutiliser et revaloriser en charbon, par exemple, en paillage ou en piquet de clôture. Voilà. Concernant la genèse du projet Simaoré, donc on est parti du diagnostic qui vient d'être cité, mais un diagnostic moins expert, on va dire plus sensible, plus néophyte. On était sur place, on a vécu le cyclone, on a vécu les semaines qui ont suivi. On est allé sur les routes, participer avec nos tronçonneuses et nos machettes. Donc voilà, on a eu un diagnostic qui était très clair, très évident. Tout ce bois qui était au sol, ce bois qui était du coup dans l'urgence tronçonné et mis de côté. On s'est vite dit qu'il y avait quelque chose à faire et possiblement une réutilisation un peu plus à grande échelle à faire. Donc on est parti de ce postulat et on a voulu proposer une solution qui était pas contradictoire, mais qui était complémentaire à la scierie qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle de scierie mobile qui puisse se déplacer et donc avec un mot d'ordre qui est l'agilité. Hein, ça nous semblait très important. Il fallait qu'on puisse proposer une machine agile qui puisse se déplacer, s'adapter au territoire. Et un autre volet qui est la question du low-tech, la technologie douce. Ça nous semblait aussi très important parce que voilà, on est sur un
un territoire qui a besoin d'une forme de résilience et du coup avoir une machine qui puisse se développer, qui puisse être facilement réparable, ça nous semblait important pour pas avoir de grandes périodes de panne. Au niveau de la scierie, donc est-ce que ce serait possible de faire un retour un peu sur où ça en est aujourd'hui? Donc là, on est à ces fameux 6 mois post-FIDO, et quelles sont du coup les prochaines étapes pour sa mise en place sur le territoire? Ouais. Alors aujourd'hui, on a eu un premier volet de financement par la Fondation de France qui nous a permis de acheter et faire acheminer tout le matériel. Donc aujourd'hui, on a tout acheté aujourd'hui. On a tout, que ce soit la scierie, que ce soit le pick-up, que ce soit les remorques, les tronçonneuses, etc. Et on est en train aujourd'hui de mettre en conteneur. Ça arrivera d'ici 2-3 mois, selon le fret. Ensuite, là, on est en train de lancer un deuxième volet de financement pour faire tourner la scierie sur les 6 mois, la première année. On a une partie qui sera autofinancée parce que on va récupérer du bois et on va aussi le mettre en vente. Mais il y a une partie aussi qui va être financée, on va avoir besoin d'aide pour le lancement. Donc voilà, on en est. L'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse être opérationnel. On a tout un volet de formation aussi. On va faire venir des formateurs. On va envoyer nos scieurs en formation aussi, notamment en Guyane, chez des scieurs mobiles là-bas, avec qui on est en contact. Aujourd'hui, on travaille aussi en collaboration avec la RTT à Tsingoni. Donc, on va lancer la coopération avec eux pour justement toute cette phase opérationnelle. Et on va rentrer, la scierie mobile va rentrer dans leur secteur développement low-tech. Et pour que les auditeurs se rendent un peu compte, est-ce que ce serait possible de décrire le fonctionnement de cette scierie une fois sur place, justement cette exploitation, quel est l'objectif dans la manutention? Oui. Donc on est une scierie mobile, ce qui fait que c'est la machine qui se déplace vers la ressource. Nous, ce qui nous intéressait dans ce modèle-là, c'est d'être, comme je l'ai dit, le plus agile possible. On est parti sur une scierie mobile qui est entièrement démontable, elle n'est pas sur remorque. On la transporte avec un pick-up, on peut la mettre à l'arrière du pick-up, on peut la mettre aussi sur la remorque. On va au plus près de la ressource et ensuite, chaque élément, elle est démontable et chaque élément est menu portable. Ce qui fait qu'on peut même, si on veut, rentrer dans la forêt avec, à condition de trouver une plateforme quand même. Enfin, il faut avoir une aire de travail qui soit saine. L'avantage de ça, c'est qu'on n'utilise pas des gros moyens de débardage qui peuvent abîmer les sols et dont il faut des chemins d'accès qui sont pas forcément évidents ici. L'autre avantage, c'est qu'on scie sur place, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire que le déchet peut rester sur place. On enlève de la matière, mais on n'enlève pas toute la matière. Ensuite, l'autre intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de gros moyens de manutention. C'est-à-dire que comme on va pas déplacer les grumes, on n'a pas besoin de gros transporteurs de grumes, on va déplacer les éléments qui sont déjà sciés pour les mettre sur la remorque ou sur le pick-up. Et du coup, est-ce que vous avez déjà une vision sur les sections qui seront sorties de cette scierie, donc de l'usage aussi de ces bois dans la construction ou autre? Bon, ça fait partie de tout un volet qu'on va mettre en place avec le début de l'activité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse de la recherche autour de ça, parce que il y a un grand savoir-faire ici avec les fondis charpentiers ou menuisiers, mais les choses ne sont pas critériséées. Donc, d'une part, il y a aujourd'hui un projet de critéririsation de 9 essences qui est lancé par le CIRAD, qui va nous permettre d'avoir une base déjà, avec certaines essences très utilisées, comme l'arbre de puits, le badamier, le palissandre, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est on va récolter cette ressource, on va, avec l'expérience, savoir dire combien il y en a, quel est l'usage de chacune de ces essences, qu'il faut la traiter ou pas la traiter, etc. Donc, selon l'usage qui est prédestiné pour chacune des essences, on va savoir dire si on va le scier en poutre, si on va le scier en madrier, si on va le scier en tasseau. Est-ce qu'on va en faire des planches? Parce qu'on va être aussi capable de faire des planches. C'est-à-dire que notre scierie, c'est une grosse scie circulaire qui est sur rail, qui va pouvoir couper des sections allant jusqu'à 25 cm par 25 cm. Donc, on peut faire déjà des bons poteaux avec. Mais on peut aussi mettre une espèce de tronçonneuse qui est à plat dessus et qui va nous permettre de couper aussi des planches. Okay.
comme on préfère avec une scierie mobile classique à ruban. C'est encore une fois, c'est le côté flexibilité, agilité. On peut un peu tout faire avec ça, alors que finalement, c'est une grosse scie circulaire thermique. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va développer tout ce volet-là, qui va se mettre en place au fur et à mesure sur retour d'expérience. Et dans notre atelier, disons notre entrepôt, on va avoir une zone de stockage et de séchage et qui va aussi permettre de vendre le bois. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer, on va pas créer du bois, on va pas, transformer du bois pour reconstruire l'île, hein, c'est pas du tout l'objectif, enfin, ce serait fou de penser ça. Globalement, le bois, il va sûrement se destiner en très grande majorité à de la menuiserie, mais on peut aussi faire du bois de charpente, ça sera plus sur des petites, pour faire des petites charpentes éventuellement, mais aujourd'hui, en tout cas, on serait en capacité de le faire avec le bois qui est au sol. Je précise aussi une chose qui nous semble très importante, c'est on a choisi cette machine parce que on se positionne plutôt sur un volet artisanal du sciage. On cherche pas à faire des grandes quantités parce qu'on cherche aussi à s'implanter sur le long terme. Donc c'est une solution pour aujourd'hui utiliser le bois qui est au sol. On n'utilisera pas, on transformera pas tout le bois qui est au sol avec cette machine-là, mais on fera ce qu'on pourra. Mais une fois que ce bois-là sera plus accessible, ou il sera bouffé, ou il sera moisi, cette machine elle restera là et elle a, de par sa nature artisanale, elle trouvera encore de l'activité. Enfin, c'est notre pari, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Merci beaucoup. Et on est sur du coup aussi une optique d'opportunisme, on va dire. On cherche pas à couper des arbres, on cherche à réutiliser ce qui est au sol. En tout cas, dans un premier temps. Merci beaucoup. En effet, ce projet s'inscrit plutôt dans une réponse post-cyclone plutôt qu'une filière bois d'exploitation. Donc, cette démarche représente quand même une vraie solution de valorisation du bois dans ces cas-là. Donc, vous, de votre côté, Jamadar, en tant que représentant de la conservation des forêts, quelle est votre position et avis quant à l'exploitation de ces bois tombés sur Mayotte en cas de post-cyclone ? De notre côté, on a eu quand même plusieurs sollicitations pour plusieurs personnes qui voulaient récupérer ce bois sur le sol, notamment dans la réserve, sachant que nous, notre règlement, il est assez strict. On ne peut en aucun cas ni récupérer du bois, ni récupérer même des feuilles ou encore des fruits dans la réserve. Donc, c'est amené à devenir une zone, une forêt sauvage, à l'état sauvage, et on ne pouvait en aucun cas permettre à qui que ce soit de venir récupérer du bois. Néanmoins, plusieurs réunions qui ont été faites par la préfecture de Mayotte, l'ADAF, l'ADA, l'ONF ou encore le conseil départemental, c'était que à un moment donné, peut-être, voir s'il n'y aurait pas une opportunité de récupérer ce bois pour la refondation de Mayotte. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime, qui se pose, et aujourd'hui on essaie de réfléchir à comment on pourrait faire et quelle serait la quantité de bois qu'on pourrait se permettre d'exploiter. Mais en termes écologiques, c'est que du bois mort, c'est aussi un micro-écosystème. C'est un micro-écosystème qui va permettre d'avoir de la faune qui pourrait y vivre jusqu'à qu'il moisisse, jusqu'à qu'il disparaisse, et que cette faune puisse récupérer peut-être d'autres habitats. Mais du bois mort, c'est un micro-écosystème, pardon, et c'est aussi des aliments, ou plutôt ici une ressource pour que la terre puisse aussi permettre la régénération naturelle des forêts. Donc on ne peut pas bouger du bois juste comme ça, il faut des autorisations. Et nous, de notre côté, aujourd'hui, on n'a pas encore donné l'aval pour qu'on puisse récupérer du bois dans la réserve. Oui, du coup, il reste quand même toute la partie hors réserve, mais même là, ce serait l'occasion de pouvoir travailler ensemble. Exactement. Pour justement avoir un certain équilibre entre le bois qui serait récupéré dans la scierie mobile et le bois qui servirait à la régénération. Donc, effectivement, là, ça va nous permettre de nous donner une visibilité un peu sur les actualités à venir.
parce que c'est qu'on se rapproche un petit peu à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour vos échanges fournis et enrichissants. Est-ce que vous auriez des derniers points justement d'actualité sur les prochaines actions ou prochains événements, voilà, vraiment par rapport à que ce soit la préservation comme le projet de Thierry. Voilà, est-ce que vous avez des choses à partager sur l'actualité En fait, pour le secteur agricole, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement, les choses vont se poursuivre comme actuellement. Ce qui est intéressant désormais, c'est qu'il faut sortir de cette situation ou de ce mode de pensée urgence post-urgence. Le cyclone, c'était il y a 7 mois maintenant. On en voit encore les séquelles aujourd'hui, très largement. Mais ça a surtout été un révélateur, comme on l'a souvent dit, des faiblesses et des problèmes qu'il y avait déjà à Mayotte. Et ça a permis d'accélérer aussi certains projets. Et le projet de Syrie Mobile, il est vraiment intéressant de ce point de vue-là, et je suis pas sûr qu'il aurait forcément vu le jour aussi vite s'il n'y avait pas eu cet événement catastrophique. Et il y a des synergies, je pense, à trouver, c'est certain, avec le travail qu'on peut faire avec les agriculteurs sur l'aménagement de leurs parcelles, pour retrouver un modèle de ce qu'on appelle le jardin mahorais qui soit réellement durable et qui soit compatible avec une population qui est toujours plus importante à Mayotte. Il a toujours existé, ce système. Il fonctionnait bien, et d'autant mieux qu'il y avait assez peu de monde sur le territoire. C'est différent aujourd'hui. Mais il y a des solutions qui existent, des solutions à la fois techniques, mais aussi d'organisation collective. Et je pense que c'est en travaillant ensemble de différents secteurs, le monde forestier, le monde agricole, le secteur de la construction, de l'urbanisme, qu'on peut arriver à trouver des solutions. Et tu parlais, Hugo, du point sur la formation. Ça, je crois que c'est fondamental. Il faut que chacun d'entre nous, on puisse monter en compétences, qu'on puisse s'intéresser à notre île, au monde qui nous entoure, pour se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour valoriser cet espace qui est quand même précieux. Et il y a tout un tas de solutions qui s'offrent à nous, mais c'est effectivement énormément de travail, et il faut agir ensemble, sinon c'est décourageant, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est pour ça que nous on essaie de monter une Syrie Mobile qui soit coopérative. C'est d'ailleurs le nom, le sous-titre de la Syrie, c'est Syrie Mobile coopérative. Ouais, on est dans le collectif et on va chercher à travailler avec tout le monde, évidemment. Ouais, ça va tout à fait dans la même direction que nous. Et c'est vrai que le constat par rapport aux forêts, effectivement, le bois mort, c'est d'abord le renouvellement de la fertilité pour pouvoir faire pousser les arbres et les plantes, pour pouvoir nourrir les hommes. Mais il y a aussi une partie de ce bois qui, moi, je le constate dans les parcelles, qui est tout à fait utilisable, et encore aujourd'hui pour du sciage. Notamment les grumes qui sont tombées à terre, qui sont en train de sécher mais qui n'ont pas encore pourri, qui sont tout à fait utilisables. Et je pense qu'à l'avenir, si on trouve un mode d'organisation et de fonctionnement pour cette Syrie Mobile, il peut se pérenniser avec des habitudes qui se prendraient pour les agriculteurs sur ce bois-là, plutôt que d'y mettre le feu et de le couper en tout petits morceaux. Je peux peut-être le valoriser parce que je sais qu'il y a cette opportunité-là. Et ça, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour toute la composante du métier d'agriculteur en réalité, que ce soit la taille des arbres, que ce soit le renouvellement de la fertilité, la protection des sols, etc., etc. Et là, il y a une occasion à pas manquer, parce qu'il y a vraiment eu un surcroît de motivation après le cyclone qu'il faut pas laisser s'émousser trop vite. Oui, conserver cette mobilisation bonne dynamique, avec l'intégralité des acteurs. Ça va quand même ne pas retomber dans une inertie. Oui. Et je rejoins aussi ce qui a été dit sur la notion d'urgence. Parce qu'on a beaucoup entendu à la suite du cyclone, il faut faire venir 15 Syrie Mobile, il faut je sais pas quoi. Bon, c'est pour ça, effectivement, on veut pas... ce projet-là de Syrie Mobile, clairement, il a été catapulté par grâce, suite au cyclone. Mais il se veut implanter sur le long terme. On va travailler avec une structure d'insertion. On va former le plus de gens possible. On veut que ce soit un outil pour Mayotte et qui serve sur le long terme. Donc, il répond pas juste à un besoin imminent. Voilà. Et sur la question des sols, bon, effectivement, il y a la question de la réserve.
Mais comme je l'ai expliqué, c'est aussi ça notre approche qui est encore à déterminer, mais qui est d'essayer d'abîmer le moins possible les sols et de laisser le plus de ressources possibles sur place pour régénérer effectivement. Et en dernier volet, on est en train de créer une structure qui est associative, donc on n'est pas là pour faire des sous. On cherche à revendre après à des prix qui soient le plus bas possible. Voilà. Oui, sachant que je reviens sur ça, c'est que même si nous on a essayé d'avoir le moins de personnes qui prélevaient du bois dans la réserve, mais il y a eu quand même beaucoup de prélèvements, sans le remarquer. Beaucoup de personnes qui ont essayé par la suite aussi de créer du charbon, de fabriquer du charbon. Donc ça on ne l'a pas assez dit. Et d'autres personnes qui par le feu essayaient de pouvoir nettoyer les sols. Et en fait, ça a fait que malheureusement, on n'a pas pu être présent pour éradiquer ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, on se pose la question sur comment travailler, surtout avec plus de structures, pour que chacun puisse apporter son expertise et aussi sa petite pierre à l'édifice. Et dernière chose, c'est que oui, ce cyclone nous a réveillés aussi à Mayotte, puisque je pense qu'avec ce changement climatique qui est de plus en plus important, c'est un phénomène qui aujourd'hui est arrivé avec une force assez démesurée, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore un cyclone d'ici la décennie. Et je pense que ce cyclone-là nous a réveillés puisqu'on sera mieux préparé. Par exemple, là aujourd'hui, toutes les procédures qu'on est en train de mettre en place, on les partage avec toutes les structures. Comme ça, on sait que si un jour il y a encore un autre cyclone, on sait comment se préparer avant le cyclone, après le cyclone, comment aussi gérer. Donc c'est aussi en soi, on va dire, voilà, une alarme qui nous réveille avant que ça soit trop tard. Un miroir. Tout à fait. Effectivement, là au moins, on aura des protocoles à utiliser en fait. Exactement. En termes de, tout à fait. en cas de cyclone. Merci pour toutes ces informations. Donc nous, ça nous intéresse aussi de notre côté de relayer ces différents projets, ces différentes actualités. Donc on va quand même continuer le travail travailler ensemble. Ça ne s'arrête pas juste là avec ce diagnostic, mais avec toute la suite. Donc on continuera ce travail-là. Et puis de notre côté, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'être venus. Merci pour l'écoute. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et au prochain épisode.